Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, il m'appartient d'animer la présente réunion dont l'objet est de rendre publique une déclaration de soutien d'une majorité de députés représentant toute la diversité de l'Assemblée nationale. Cette déclaration appelle le gouvernement français à reconnaître la résistance contre la dictature religieuse en Iran et à envisager d'établir un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne. Décision du juge d'instruction, estimant que certes il était saisi d'un certain nombre de faits, mais que la qualification terroriste était impossible à retenir. D'abord, je rappelle tout de même que nous avons dû attendre plusieurs années après que l'organisation ait été retirée de la liste européenne. Il n'y avait plus rien dans ce dossier. Et décision de droit, nous savons que dans le même temps, il y a, en ce qui concerne la résistance iranienne, ce drame abominable qui se déroule à Ashraf. Nous n'avons jamais pu séparer les deux, d'abord parce que nos adversaires lient les deux. C'est-à-dire qu'ils s'estiment tous les droits à Ashraf sous prétexte que c'était des terroristes. Je pense que maintenant, le problème, effectivement, est urgent. Il faut sauver la vie de ces hommes et de ces femmes qui se trouvent actuellement à Ashraf. La première fois que j'ai subi la violence de l'injustice, c'est quand j'avais 11 ans. La police secrète de Shaw, la SOVAC, a attaqué notre maison pour arrêter mon frère parce qu'il était dans l'opposition. Une autre fois, c'était pendant la première année de pouvoir de Khomeini. J'étais expulsée de mon lycée parce que je soutenais le Moudjahidine du peuple. Une autre fois, c'est quand j'ai vu les photos des exécutés dans les journaux, ce qui j'ai reconnu des camarades de classe de 16 et 17 ans. Une autre fois encore, c'est quand j'ai appris l'exécution de mes frères Tari, 21 ans, et Mehdi, 25 ans. J'ai appris aussi que mon père était arrêté et que ma mère était à la rue. Comme j'étais recherchée, j'ai quitté l'Iran par le Pakistan et je suis venue en France. Mais je n'ai jamais arrêté de penser au malheur de l'Iran. Et j'ai mis toute ma vie au service de la liberté de mon pays. Le 17 juin 2003, quand j'étais arrêtée, je n'avais pas peur pour moi. Mais le lendemain, le monde tout à coup est devenu noir. Parce que j'ai entendu que les personnes arrêtées allaient être expulsées en Iran. Le Mollah Khatami, le président du régime, demandait l'expulsion. Quelques heures avant, à la prison de Cergy, un officier de police m'avait dit la même chose. Le 18 juin, pour montrer ma colère et ma protestation, je me suis immolée par le feu devant le siège de la DST. À cette époque, Mme Rajavi était en prison. Et beaucoup plus tard, quand je suis sortie de coma à l'hôpital, on m'a dit qu'elle était tout à fait opposée à mon geste et qu'elle avait envoyé un message depuis la prison. Mais je ne regrette pas mon geste. Le feu qui a brûlé mon corps est une petite partie de feu qui brûle tous mes compatriotes à cause de fascisme religieux. Je ne suis pas venue pour protester contre le passé. C'est mon inquiétude qui grandit tous les jours depuis le massacre du 8 avril à Ashraf qui m'a fait venir, car ma mère et ma soeur sont à Ashraf où elles risquent la mort. Je suis venue pour faire entendre leur voix et demander à la France de prendre la tête
d'une initiative internationale pour protéger Ashraf. Et à vous, chers amis, je vous demande de poursuivre vos efforts pour cette question humanitaire urgente. Je vous remercie. I am a member of the House of Lords in Britain, and this issue is being constantly brought up and discussed by many of my colleagues from all parties, both in the House of Commons in London and also in the House of Lords. People tell me, the last time I spoke, that this is a complex matter. Well, there are certainly complex factors in it, but it is, at its heart, au fond, a very simple matter. It is a matter of the denial of human rights to a collection of vulnerable men and women who are left in an isolated position, entirely at the mercy of those who have the right of lethal force and who have been in the past prepared to use it. There is a legal issue here, but there is a claim, personally, I am persuaded about it, that these people, the inhabitants of Ashraf, have the protection of the Fourth Geneva Convention. We have people who should be being protected by the international community, and we have people who, all the reassurances that we have been given by the powers that be in Iraq, we have people who have suffered nevertheless from the actions that they have taken. I do not mind. It does not interest me, the complications of this. It is the simple human condition of people who ought to be in receipt of the protections of the international community are nevertheless exposed to these dangers. And I therefore take the view that has been so strongly expressed here, which I fully support, that the time has now come. We cannot wait longer. We have to now begin to seek a solution to this. Now, I'm told by those with whom I've discussed this that negotiations are being held up because those who would participate in them are seeking conditions. Well, what conditions? The conditions are that the appalling repression that is taking place at Ashraf at present should be lifted. That is a perfectly reasonable condition. How can you possibly negotiate a solution to this under the kind of duress which is now being suffered by the vulnerable? So I would like to, if I may, Madam Rajavi, Mr. President, sketch out what I think might be a possible way forward. The first is that there cannot be any compulsory resettlement. There cannot be a compulsory resettlement. Those who argue that this would lead to circumstances that could produce a greater and further tragedy, I think, are right. There can be no compulsory resettlement. The second is that before there are any negotiations, the appalling repressions exercised on the people living in Ashraf have to be lifted. And the third is that there shall be, and there should be, international observers in the camp. L'Union européenne en avait le courage, et si les Nations Unies n'en avaient pas les moyens ou n'avaient pas les moyens de décider, on pourrait imaginer que l'Union européenne se substitue à l'Organisation des Nations Unies et considère qu'il lui appartient, dans un certain nombre de cas, d'assurer elle-même cette présence d'observateurs au nom d'une politique étrangère de l'Union, qui enverrait des observateurs et se prétendrait en situation de l'observer. C'est la présence d'observateurs de l'Union européenne et un statut de protection par l'Union pourrait être décrété sans que ça exige ou entraîne nécessairement des dépenses.